Bon, c'est officiel, les Russes ont commencé leur offensive de printemps sur l'Ukraine. C'est ce qu'a annoncé le général Syrski, le chef des états-majors ukrainiens, qui a annoncé que depuis une semaine, on assiste à un dédoublement des efforts russes sur l'ensemble de la ligne de front. Alors, ce n'est pas une surprise en tant que telle, on a l'habitude, les Russes ont tendance à lancer leurs grosses offensives au printemps, les Ukrainiens aussi d'ailleurs, tout simplement pour des raisons liées à la météo. On peut mieux voir avec les drones, on peut plus attaquer avec les drones, parce que voilà, il n'y a pas de brouillard, il n'y a pas de pluie, parce qu'un drone ne peut pas voler, enfin beaucoup de drones ne peuvent pas voler quand il y a la pluie. Aussi, bien sûr, les bombes planantes ne peuvent pas être bien dirigées via coordination GPS, parce que encore une fois, les drones n'ont pas une très bonne visibilité, encore que j'ai fait une vidéo sur le sujet. La question qui se pose par rapport aux bombes planantes, c'est beaucoup plus une question en lien avec la guerre électronique, à savoir que les Ukrainiens ont réussi dans une certaine mesure à jammer les bombes planantes russes, parce qu'elles ont un kit UMPK GPS qui peut être brouillé tout simplement. J'avais fait une vidéo sur le sujet que je vous invite à regarder si ça vous intéresse. Mais aussi lors de l'hiver et aussi lors de la sortie de l'hiver ou lors de l'entrée de l'hiver, on a ce qu'on appelle la Rasputitsa, qui est la saison des pluies grosso modo, donc beaucoup de boue, les chars ne peuvent pas avancer, les APV ne peuvent pas avancer et bien sûr aussi la fonderie avance beaucoup moins. Donc voilà, ce n'est pas une surprise, on s'attendait depuis quelques semaines à ce que les Russes lancent une offensive généralisée sur l'Ukraine parce que aussi on est dans une séquence compliquée actuellement pour la Russie, pour l'Ukraine, pour tout le monde grosso modo, c'est que on est dans des négociations de paix. On voit bien que les Russes ne veulent pas forcément faire la paix. Ils n'acceptent pas les cessez-le-feu inconditionnels et après commencer à discuter. Parce qu'on peut faire un cessez-le-feu, s'arrêter et commencer à discuter. C'est ce qui peut se passer aussi. Mais les Russes essayent de prendre l'avantage, surtout qu'ils sont, comme j'ai dit, dans une situation compliquée. Parce que Donald Trump, en imposant des tarifs à l'ensemble du monde, fait tanker tout simplement le prix du baril du pétrole et fait tanker par conséquent l'économie russe. Ce qui est assez cocasse parce que Donald Trump n'a pas vraiment rajouté de sanctions sur la Russie, parce que Trump n'a pas mis de sanctions sur la Russie. Alors l'argument de la Maison-Blanche, c'était de dire on ne fait pas de commerce avec la Russie et le Bélarus, donc ça ne sert à rien de mettre des tarifs douaniers. C'est débattable parce que toujours aujourd'hui, alors c'est dérisoire, mais toujours aujourd'hui, les États-Unis importent 9 milliards de biens en provenance de Russie, tandis qu'ils importent 900 millions de biens en provenance de l'Ukraine, et ils ont taxé l'Ukraine, mais ils n'ont pas taxé la Russie. Alors, l'autre argument, c'était de dire on est en négociation, etc., avec la Russie, on ne va pas insulter Poutine, on ne va pas le taxer, etc. Il n'empêche que en s'attaquant comme ça au commerce mondial, on fait face à une dégringolade du prix du baril du pétrole et c'est très embêtant pour le Kremlin et le Kremlin d'ailleurs l'a plus ou moins expliqué au travers de son porte-parole Dmitri Peskov que c'est un peu la panique, ils l'ont pas dit comme ça mais en gros de dire on n'est pas super content de ce qui se passe parce que tout simplement les hydrocarbures sont la machine de l'économie russe et par conséquent la machine de guerre de la Russie et eux ont tout plus ou moins grosso modo planifié leur guerre sur le revenu du baril du pétrole. Donc là, avec un baril du pétrole qui s'est effondré, je pense qu'on est à 30, eux ils s'attendaient à ce qu'on soit à $50 du prix du baril du pétrole, là on est à 25-30, donc voilà, c'est 50% en moins, enfin c'est 2 fois moins de revenus que espéré, ce qui est vraiment problématique pour eux. Et du coup, dans cette logique-là, ils essayent d'avoir des gains les plus rapides possibles. Et c'est pour ça qu'ils lancent leur offensive qui était prévue, mais ils lancent leur offensive. Mais il y a une partie du front en particulier qui va nous intéresser parce que c'est la partie, je pense, sur laquelle vont se concentrer les Russes, pas forcément en priorité, mais ça va faire partie un peu des top 3 fronts avec Pokrovsk notamment, potentiellement Kharkiv ou Soumy, c'est encore difficile de voir. On sait que dans le sud, ils essayent, mais le sud est quand même très solidifié. Mais voilà, c'est une des parties du front sur lequel ils essayent de se concentrer et c'est la direction de Liman. Et comme vous pouvez le voir sous la carte, si on recule un peu, on voit que les Russes ont commencé à créer une tête de pont au nord
est de la ville. Et le projet russe en la matière, c'est de continuer cette tête de pont comme on le voit actuellement. Et pour ce faire, et c'est ça qui est très intéressant, et d'ailleurs c'est pour ça aussi je pense à titre personnel que c'est un peu un va-tout du Kremlin pour essayer de prendre un maximum de territoire, ils ont positionné 30 000 hommes qui font partie de grosso modo l'élite de l'armée russe, parce que le projet c'est vraiment de casser, pour une fois finalement, et pas un grignotage, mais c'est vraiment de casser le front ukrainien dans cette direction-là. Et avec 30 000 hommes d'élite, plus bien sûr la chair à canon classique russe, on sera dans un rapport de 1 à 3 sur l'ensemble du front de Liman, même si moi j'ai entendu sur d'autres chaînes, j'ai entendu d'autres analystes que le rapport à Liman pouvait être plus autour de 1 à 10. Alors bien sûr, les Ukrainiens sont en défensive et du coup on estime en stratégie militaire qu'il faut toujours 4 assaillants pour un défendeur. Donc le rapport de force n'est pas trop mauvais, surtout que je pense qu'à l'époque où ça a été écrit, ils n'avaient pas pris vraiment en compte les drones qui représentent aujourd'hui entre 50 et 70% de l'ensemble des frappes et des morts sur la ligne de front. Ça a été rapporté notamment par l'analyste américain Michael Kaufman qui expliquait qu'aujourd'hui, 50% des pertes sur la ligne de front venaient des drones et ça va que aller de manière croissante. Donc voilà, il y a cette tentative d'attaquer et en fait le projet est assez simple. Le projet c'est vraiment de pouvoir couper ici en deux le front entre Borova et Liman. Et en gros, s'ils arrivent à couper le front de Borova et de Liman, les Ukrainiens seront coincés derrière la rivière Oskil qu'on voit ici sur la carte. Et il n'y a plus qu'un seul pont qui pourrait permettre aux Ukrainiens de s'échapper. Donc c'est assez dangereux pour les Ukrainiens parce que s'ils arrivent vraiment à couper comme ça le front, eh bien on a toute cette partie-là qui se retrouvera encerclée et coincée derrière la rivière Oskil. Et du coup, ce sera assez mauvais, clairement pour l'Ukraine, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais on n'y est pas encore, hein, bien sûr. Il y a quand même des lignes de défense assez robustes sur Liman. On a notamment aussi la fameuse forêt que les Serebrenka que les Russes essayent de prendre depuis longtemps. Liman aussi, il est important de préciser, est un territoire qui a été récupéré lors de la contre-offensive. Et vous voyez sur la carte, j'espère qu'on voit bien, s'ils arrivent à prendre grosso modo cette partie-là, Borova, coupée sur Liman comme ça, ils vont pouvoir commencer en fait à gentiment encercler ce qui reste du Donbass avec un vecteur sur Sloviansk comme ça. Ici, un vecteur sur Kramatorsk. Encore faut-il qu'ils arrivent à prendre Chassiviar. Hein. Ça fait 1 an et demi qu'on dit que Chassiviar va tomber, mais Chassiviar n'est pas tombé. Un vecteur sur Konstantinivka comme ça. Et refermer la poche du Donbass avec un vecteur depuis Pokrovsk. Alors, ça, c'est un peu le scénario idéal si les Russes arrivent à le faire. Faut-il encore qu'ils arrivent à le faire parce que même s'ils arrivent à prendre Liman, et à couper en deux l'armée ukrainienne sur l'Oskil, faut-il encore qu'ils aient suffisamment de ressources et de matériel et d'hommes pour continuer à essayer d'encercler le Donbass. Et c'est là où moi, je ne sais pas, parce que vraiment ça c'est une opération sur 2025, voire 2026, je trouve, à titre personnel. Et je sais que beaucoup de gens disent que l'armée ukrainienne est affaiblie. Elle est affaiblie, mais elle n'est pas aussi en lambeaux qu'on pourrait le penser. L'armée ukrainienne fonctionne au drone, à l'artillerie et à l'humain, grosso modo. Et cette guerre se fait au drone, principalement. Et ça fait que s'accélérer. On est très loin de l'époque des javelins, on est très loin de l'époque des Henlos. Alors, ils sont toujours utilisés sur le champ de bataille, je ne dis pas, mais voilà, on est vraiment loin de cette guerre-là. Maintenant, on est vraiment sur la guerre des drones, 100%, 100%. Donc voilà, moi j'ai quand même mes doutes par rapport sur le succès de cette opération, surtout qu'il y a un peu le ticking des négociations que Trump veut absolument imposer. Est-ce que Trump va accepter 2025, 2026, qui est toujours une guerre en Ukraine, débattable, même s'il a envie de tout donner à Poutine, ça va être compliqué à justifier d'un point de vue politique, interne politique, étrangère. Encore faut-il qu'il s'en préoccupe, mais en tout cas, c'est pas comme s'il pouvait tordre le bras
des Ukrainiens encore plus. Il peut essayer, mais je ne pense pas que c'est quelque chose qu'il va faire. Et de l'autre côté, les Russes sont quand même en difficulté économique, manque de ressources, manque d'hommes. Là, s'ils mettent 30 000 hommes d'élite, c'est un peu ce qu'il leur reste grosso modo d'important, mais ce sera certainement quand même la plus grosse offensive depuis 2023. Et ils ont bien sûr aussi le prix du pétrole qui est en train de s'effondrer. Est-ce que c'est circonstanciel? Est-ce que ça va durer sur le long terme? C'est une grande question qui va se poser. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tant qu'il y aura une guerre commerciale intensive avec l'Amérique et le reste du monde, le prix du baril de pétrole ne risque pas de monter, bien au contraire, parce que c'est assez simple en gros. Si l'économie ralentit, et elle ralentit avec les tarifs, eh bien la demande de pétrole diminue, mais du coup l'offre reste la même, la demande diminue et du coup le prix du baril tombe. Donc après, bien sûr, ça peut être très fortement influencé par le fait de forer du pétrole ou non. C'est un peu ça ce que font les membres de l'OPEP, l'Arabie Saoudite, le Qatar et compagnie, c'est de forer beaucoup quand il y a beaucoup de demande, mais toujours maintenir l'offre par rapport à la demande pour que le prix du baril du pétrole soit ni trop élevé ni trop bas. Mais eux, leur avantage et leur intérêt, c'est quand même que le prix du pétrole soit suffisamment haut que pour faire un maximum d'argent. Et quand la demande baisse, eh bien, ils forent moins de pétrole pour que la demande s'adapte à l'offre. Le problème ici, c'est que ça a été fait de manière tellement rapide et tellement brutale que le forage n'a pas pu s'adapter. Et surtout, la question qu'on peut se poser, c'est le fait que Donald Trump a un intérêt que le pétrole reste bas. Parce que pour lui, dans une certaine mesure, faire avaler la pilule des tarifs douaniers à son électorat, c'est de faire en sorte que le prix du baril du pétrole reste quand même suffisamment bas. Et par exemple, un très bon exemple, c'est que l'économie sous Joe Biden se portait très bien, mine de rien, hein, se portait quand même relativement bien. Index économique assez positif, croissance, etc. Mais l'électorat américain l'a ressenti comme étant une période économique très instable parce que le prix du baril de pétrole était très élevé pour pas mal de raisons, notamment la reprise Covid. Et du coup, en fait, de manière très triviale, on ressent beaucoup plus l'inflation quand le baril du pétrole est élevé parce que ça impacte beaucoup de choses. Hein. Ça impacte pas forcément le fait d'aller à la pompe à essence et de faire son plein. Ça impacte aussi le prix des produits agricoles. Ça impacte aussi le prix je sais pas, de l'industrie. Donc le fait de garder un prix du pétrole relativement bas, c'est dans l'intérêt de Donald Trump pour faire avaler la pilule. Grosso modo, des taxes douanières qui vont impacter grosso modo la classe ouvrière américaine. Donc au moins ils auront ça. Donc étant donné qu'on sait que Donald Trump a quand même de très bonnes relations avec MBS, alors c'est pas du tout un vassal, mais il a des moyens de pression pour lui dire on va pas forer. On va pas arrêter le forage de pétrole, on maintient le forage de pétrole à ce niveau-là pour que la demande reste quand même, que l'offre reste plus ou moins adaptée par rapport à la demande qui baisse, comme ça le prix du pétrole baisse. Mais par contre c'est très mauvais pour la Russie, d'où le fait que Trump ne met pas de sanctions contre la Russie, n'est pas méchant contre la Russie, par contre il vient de tanker l'économie russe encore plus que jamais. Donc voilà. C'est un peu la question qu'on peut se poser. On va voir ce que ça va donner. On sait que quand même les vecteurs avancent petit à petit, grignotage. Est-ce que l'armée ukrainienne va être en mesure de maintenir la ligne de front du côté de Borova-Liman? Et si il y a une rupture de front, est-ce qu'ils vont être en mesure de rapatrier leurs soldats derrière le fleuve Oskil? Surtout que les ponts peuvent être détruits par des bombes planantes russes. Est-ce qu'ils ont des plan de secours? Ça, l'histoire nous le dira, mais encore faut-il que les Russes arrivent à casser le front, ce qui n'est pas du tout encore le cas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner et on se retrouve bientôt pour une prochaine analyse du front ou vidéo méta-géopolitique sur le monde qui nous entoure.